Merci beaucoup. Alors, je vais passer très très vite la parole à Muriel Pénicaud, simplement en rappelant qu'elle est là en gouvernement depuis 200 jours. Et en 200 jours, beaucoup de choses ont été faites. À la fois, évidemment, la réforme du droit du travail, en tout cas un début de réforme du droit du travail, des chantiers sont ouverts, l'assurance chômage, la formation, l'apprentissage, d'autres encore. Et puis, Muriel Pénicaud, vous avez réussi à ne pas faire quelque chose, c'est à ne pas commenter les chiffres du chômage chaque mois. Les chiffres du chômage qui, on le voit, sont plus ou moins vers le haut, vers le bas. La tendance n'est pas encore extraordinairement nette. On aimerait évidemment qu'elle soit plus nette et plus franche, que la courbe s'inverse, quoi qu'on ne dit pas qu'une courbe s'inverse, mais que la tendance s'inverse. Alors vous êtes ici dans probablement la ministre, beaucoup de ministres sont passés depuis ce matin, mais vous avez une particularité. D'abord, vous êtes sans doute un des visages les plus souriants du gouvernement. Je ne sais pas si c'est la matière, ça n'est pas traditionnellement la matière qui fait le plus sourire, mais vous êtes de toute évidence la ministre qui connaissait le mieux le monde de l'entreprise. On a bien rappelé souvent que vous étiez passé chez Danone, mais vous connaissez les entreprises par Ubifrance et bien d'autres moments. Donc c'est quelqu'un, Muriel Pénicaud, qui connaît vos préoccupations et qui a une vision à la fois microéconomique et macroéconomique, ce qui manque parfois en France. Donc Muriel Pénicaud, Madame la Ministre, nous avons envie de vous entendre sur le bilan que vous tirez bien sûr de la loi travail, naturellement, et de cette période, mais expliquez-nous, dites-nous surtout ce que vous attendez, ce que vous allez faire dans les semaines et mois qui viennent. Merci. Bon, je ne fais pas de salutation officielle, comme ça on va aller directement sur les sujets qui nous intéressent tous. Oui, je pense qu'on on a engagé, comme vous l'avez vu, une période de transformation profonde, avec beaucoup de réformes structurelles dès le début du quinquennat. C'est essentiel pour deux raisons. La première, c'est que je pense que les élections présidentielles et législatives ont montré l'attente des Français pour qu'il y ait une transformation. Et puis aussi parce que les réformes structurelles, ça met du temps à avoir de l'effet. Et donc, si j'ose dire, le long terme est urgent. Et donc, c'est pour ça que nous avons commencé par plusieurs réformes dans le champ du travail, sur lesquelles je vais revenir. Mais avant, je voudrais rappeler pourquoi, de façon extrêmement simple. Je vais être très rapide parce que vous connaissez ça par cœur. Mais le travail de pédagogie reste à faire tous les jours encore. C'est la mondialisation, bien évidemment, la transformation numérique et technologique massive qui a à peine commencé, qui arrive, qui va transformer 50% des emplois dans les 10 ans qui viennent, et puis les aspirations individuelles qui ont changé. Je ne l'élabore pas plus, on pourra y revenir dans le débat, mais je pense qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas juste une prolongation de ligne ou juste une volonté de changer, c'est bien une nécessité absolue pour que les entreprises situées en France, qu'elles soient françaises ou pas d'origine, aient confiance pour pouvoir créer de l'emploi et qu'on puisse avoir, à travers la création d'emplois, à la fois une compétitivité, mais aussi la cohésion sociale dont nous avons besoin et la réduction drastique du chômage. Alors, je pense que par rapport aux ordonnances, la loi sur le renforcement du dialogue social, qui était annoncée dès la campagne, qui a été la première proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc je rappelle juste début juillet, les députés étaient là depuis 2 jours, ils n'avaient pas de bureau, pas d'assistants parlementaires, et on leur commence par le sujet face nord, la réforme du Code du travail. Je voudrais quand même saluer au passage le travail des députés qui ont eu une courbe d'apprentissage extrêmement rapide et qui nous ont permis, après plus de 80 heures de concertation, en même temps que nous faisions une concertation très approfondie avec les partenaires sociaux, d'aller vite tout en étant intensément dans la concertation. Je parle de la méthode d'abord, parce que comme dans les entreprises, la méthode détermine beaucoup la capacité à atteindre la vision stratégique, ou plus exactement, à la transformer en réalité. Et avec les partenaires sociaux, nous avons pris le pari des ordonnances, c'est-à-dire un dispositif législatif plus rapide, mais avec plus de concertation que d'habitude sur des processus ordinaires. C'est un peu paradoxal, surtout en plein été. Pour ceux d'entre vous qui croiraient encore qu'on ne travaille pas l'été en France, eh bien, ça n'est pas vrai, je peux le prouver. Ces 300 heures de concertation avec les partenaires sociaux ont été extrêmement intenses, mais c'est important parce que la légitimité des élections plus la concertation et la méthode, je pense, sont des ingrédients importants du fait qu'il y a un certain calme social là-dessus. Et j'ai été d'ailleurs intéressée, je vais directement au résultat, de voir que dans une enquête de la Ségos qui est sortie hier,
47% des salariés considèrent que finalement ça va être plutôt positif, 56% que ça va être positif pour l'emploi dans les PME. Je trouve que pour une réforme du Code du travail, c'est un résultat qui est encourageant. Et je vais tout de suite là aussi aux conclusions avant de parler du contenu. Depuis plusieurs semaines, avec mon équipe, on sillonne un peu la France. J'ai vu plus de 3000 chefs d'entreprise, plus de 5000 DRH avec mon équipe. Les deux publics qui ont le plus compris ce qu'on voulait faire, ce sont les investisseurs étrangers et les petites et moyennes entreprises qui disent pour la première fois, il y a une loi qui tient compte de notre situation, un code du travail qui s'adapte à notre situation et non pas qui projette et qui plaque les dispositifs des grandes entreprises sans se poser la question de savoir si c'est créateur d'emplois. Donc ça, c'est encourageant. Je reviendrai tout à l'heure certainement sur comment on fait maintenant pour transformer l'essai, comme on dit pour les joueurs de rugby. C'est-à-dire que maintenant, la balle est dans votre camp. Le réel, c'est dans vos entreprises qui va se transformer. La loi, c'est le cadre et le contexte qui le permet. C'est dans les entreprises que ça va se transformer. Alors, quel est l'enjeu de la réforme du Code du travail et des réformes de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage que nous avons lancé il y a quelques semaines ou que nous allons lancer la semaine prochaine pour la dernière? D'une certaine façon, on peut dire que c'est inventer une forme de flexi-sécurité à la française. Pas copier-coller d'un autre pays, parce que ça ne marche jamais. On n'a pas les mêmes racines historiques, pas les mêmes contextes. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'inspire pas ou qu'on ça nous challenge. Mais je pense que l'idée qu'on peut à la fois avoir un marché du travail beaucoup plus fluide, prêt à prendre les opportunités de croissance, à être compétitif sur des marchés nationaux et internationaux, et en même temps des salariés motivés, formés, engagés, qui se sentent dans suffisamment de sécurité, et notamment qui ont la protection de la compétence pour pouvoir envisager le futur avec confiance, eh bien là, il y a une convergence de l'économique et du social que vous montrez dans beaucoup de vos entreprises et qui est finalement le credo sous-jacent à cette loi du renforcement pour le dialogue social, qui est une convergence économique et sociale. Alors, nous faisons ce pari, et le pari qu'on a fait, c'est aussi le pari de la décentralisation sociale. Et ça, c'est important à comprendre. Vous connaissez tous bien la France, soit parce que vous êtes français, soit parce que vous y opérez. Vous savez que nous sommes un pays plutôt centralisé en général. Nous l'étions aussi beaucoup dans le domaine social. C'est-à-dire que la marge de négociation qui restait dans l'entreprise, une fois faites toutes les obligations légales assez formelles et dans le détail, n'était pas si grande que ça. Et donc là, on garde un cadre défini par la loi, comme partout, la loi s'impose partout, mais avec beaucoup plus de décentralisation de négociation sociale, ce qui fait que dans l'entreprise ou dans la branche, donc au plus près des réalités économiques et au plus près des réalités sociales, on peut discuter maintenant bien sûr du temps de travail, mais de l'organisation du travail, mais des primes, de tous les sujets qui concernent à la fois la performance économique et la performance sociale dans l'entreprise. Donc ça n'est pas simplement un changement du Code du travail, c'est un changement un peu de l'état d'esprit du Code du travail qui est sous-jacent, en faisant le pari que dans la décentralisation, oui, il y a de la convergence économique et sociale beaucoup plus grande, puisqu'on quitte le monde des postures et on est dans le monde de qu'est-ce qui intéresse l'entreprise, qu'est-ce qui intéresse les salariés. J'ai dit qu'il y a des grands axes de la loi, c'était les petites et moyennes entreprises. Il y a beaucoup de mesures qui les sécurisent, et d'ailleurs elles disent qu'elles ont maintenant, parce que les marchés arrivent, la croissance, ça on la sent, mais qu'avant elles avaient peur d'embaucher, par peur de ne pas pouvoir s'adapter en cas de coup dur. Je crois que c'était vrai dans toutes les tailles d'entreprise, mais c'était absolument dirimant dans les petites et moyennes. Maintenant elles le disent, elles ont beaucoup plus confiance, et donc évidemment il va falloir que ça se concrétise. C'est normal que ça demande un peu de temps, il faut que ça s'implémente, mais je crois que c'est un point important. Nous avons aussi, c'est un point sur lequel je voudrais insister, qui est très français, européen, nous avons pris le pari aussi d'aider les organisations syndicales à grandir, à se former, à être compétentes, et non pas l'inverse. C'est un pari qui plonge ses racines dans l'histoire sociale française et européenne, qui suppose évidemment qu'il puisse y avoir une formation à la fois économique et sociale des représentants du personnel, et qu'on puisse aussi les accompagner dans leur carrière métier avant le mandat, parce que sinon, évidemment, si on demande à des gens d'avoir un mandat, de contribuer finalement à la collectivité, et qui n'ont plus aucune perspective de se développer dans l'entreprise, voire même la crainte d'être barré à jamais, eh bien, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas demander un dialogue social de qualité et équilibré. Donc, je crois que c'est un tout. Alors, sur les compétences, on a un enjeu énorme.
vous savez qu'on a 1 300 000 jeunes qui sont NEET, comme on dit, en bon français, c'est-à-dire ni en emploi ni en formation, qui sont nulle part. C'est un drame absolu. Donc c'est pas simplement 18% de chômage, c'est en stock 1 300 000 jeunes qui en gros n'ont pas de perspective. Beaucoup d'entre eux sont pas qualifiés, pas tous, mais beaucoup le sont. Et donc l'enjeu de la compétence pour eux est décisif. Deuxièmement, nous avons en termes d'apprentissage seulement 7% des jeunes qui peuvent bénéficier de l'apprentissage en France. Et je dis bien bénéficier, avoir la chance, puisque 70% d'entre eux trouvent un emploi à l'issue. Donc c'est un dispositif qui fonctionne bien. En fait, c'est une voie de réussite qui est perçue comme une voie d'échec. Donc il faut renverser ça. Et pour ça, ça demande une réforme d'ampleur. Parce que tous les pays, je dirais, voisins qui ont, ou européens du Nord, qui ont des taux de chômage des jeunes beaucoup plus faibles, parfois une démographie un peu plus faible, mais ils ont aussi une grande voie de l'apprentissage. Ça fait partie des sujets que nous voulons réformer. Mais le sujet de la formation professionnelle, il concerne aussi tous les salariés, car ça, c'est un des sujets, c'est une de mes obsessions. Je pense que toutes les études convergent, je le disais, pour dire que 50% des emplois vont être profondément transformés. Et pour la première fois, si j'ose dire, c'est dans absolument tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprise. La révolution technologique industrielle, elle est permanente. Elle va continuer. Mais dans le tertiaire, je pense que les tertiaires qui font plus de 2/3 des emplois, je pense que ce qui arrive là est du sans précédent en ampleur, en nature et en ampleur quantitative. D'où l'importance de cette stratégie de la compétence, cette réforme de la formation professionnelle, mais aussi du plan d'investissement compétences dans lequel nous allons investir 15 milliards d'euros sur 5 ans. C'est le grand plan d'investissement stratégique pour former 1 million de jeunes et 1 million de demandeurs d'emploi. Il ne se passe pas de jour sans que des centaines d'entreprises, quand ce n'est pas des milliers, nous disent « mais ça y est, moi je repars, je ne trouve pas les compétences dont j'ai besoin sur le marché du travail ». Il y a toujours eu pour certains métiers peu attractifs, même des métiers attractifs. Il y a des métiers en tension partout maintenant. C'est parfois une question de géographie, mais c'est aussi une question d'abord une question de qualification. Donc ça, c'est un point important. Évidemment, dans la réforme de la formation professionnelle, on traitera le sujet aussi bien pour les salariés que pour les demandeurs d'emploi. Voilà en quelques mots l'esprit des réformes. Je ne vais pas être trop longue parce qu'il faut ouvrir le débat. Je voudrais juste dire que, comme vous, je pense que vous avez découvert les chiffres tout à l'heure, j'ai été saisie positivement des résultats du sondage de cette année. Comme ça fait quelque temps que je viens dans cette assemblée chaque année, j'ai un tout petit peu contribué à l'attractivité de la France. Je remercie de l'avoir rappelé. Le fait de faire un tel saut en 7 mois, j'allais dire, est impressionnant, nous conforte et nous oblige, tout à la fois. Et c'est vrai que l'ampleur, j'allais dire, du saut de confiance des investisseurs étrangers qui est manifesté par ce sondage, il me paraît important. Alors comme effectivement j'en ai connu quelques-uns dans le passé, il y en a quelques-uns qui continuent quand ils passent à Paris pour venir me voir, pour m'annoncer des bonnes nouvelles, c'est formidable. Un ministre du Travail à qui on annonce des bonnes nouvelles, c'est quand même sympa. Donc vous avez le droit de le faire, hein, ça fait du bien aussi. Parce que le but c'est quand même de créer de l'emploi. Et je pense que ça, c'est un point important, c'est maintenant de transformer l'essai dans les entreprises. Cette confiance, je pense, pour lequel la loi travail est pour une bonne part. Aussi la baisse de l'impôt sur les sociétés, je pense qu'il y a d'autres réformes, mais ces deux-là sont déjà, je dirais, bien intégrés et quasiment modélisés dans les entreprises. Je pense que c'est des points encourageants. L'important maintenant, et c'est pour ça que ça fait la transition, c'est comment ça va se passer réellement dans les entreprises. Ça me permet de faire la transition avec mes voisins. Alors, merci beaucoup, Madame la Ministre. Et donc, on va demander maintenant à nos 3 responsables d'entreprise quels sont d'abord ce qu'a changé véritablement, ce qu'ont changé les ordonnances travail, ou ce qu'elles vont changer très concrètement dans vos entreprises. Et puis, en même temps, on va parler franchement, est-ce que ces textes vont inciter vos maisons mères à faire des investissements et davantage d'investissements en France? Donc, sur le second point, vous allez répondre oui ou non. Si c'est oui, vous allez donner des exemples, et sinon, dire pourquoi. Qui veut commencer? Allez, Amélie Vidal-Simi, donc Henkel France. Qu'est-ce que ça a changé? Quels investissements ou pas d'investissements nouveaux?
Alors, le premier changement le plus immédiat, c'est le changement du regard de l'international sur la France. L'élection d'Emmanuel Macron a fait naître beaucoup d'espoir et la concrétisation de la réforme du travail a donné de la crédibilité sur la capacité de la France à se réformer et se réformer vite. Après, bien évidemment, cette réforme, elle ouvre le champ des possibilités pour les entreprises. J'en ai 4 en tête. Une première qui est la modernisation du dialogue social en ayant un dialogue social plus efficace. Le rassemblement des instances va permettre à la fois d'éviter les redondances, parce qu'on passait beaucoup de temps à dire la même chose dans différentes instances, du coup d'avoir l'ensemble des partenaires qui ont une vision globale de la marche de l'entreprise et des problématiques du personnel, ce qui permettra de trouver des solutions plus efficaces et plus adaptées au monde de l'entreprise. En termes de relations sociales, également, le fait d'avoir une possibilité de négociation au périmètre de l'entreprise, sans minimiser le rôle des branches, permettra aussi d'avoir des solutions plus concrètes et adaptées à la réalité de l'entreprise. Enfin, l'évaluation de la santé économique au périmètre national était un point important pour nous, bien évidemment, parce que c'était complètement anachronique d'expliquer cette loi au préalable à nos maisons mères, parce que c'était vraiment une spécificité française. Et c'était certainement sous-estimer la psychologie des investisseurs. On avait l'impression de protéger l'emploi, mais en fait, c'était plutôt un frein à l'investissement en France. Et enfin, dernier point important pour moi, les contrats de chantier sont une vraie opportunité de s'adapter au caractère moderne de l'entreprise, de la nécessité parfois de faire appel à des experts extérieurs et de sécuriser ce statut. Alors la question, est-ce que ça va changer nos investissements en France? Pour Henkel, on n'a jamais été frileux sur nos investissements en France. On a fait 2 belles acquisitions ces dernières années. Donc effectivement, ça ne va pas changer. En revanche, j'ai vraiment le sentiment, quand il y a des dossiers qui concernent la France, on est plutôt en haut de la pile, au même niveau que nos collègues européens, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années. Merci. Thierry Herning, BASF. Madame la ministre, alors pour BASF, la réforme du Code du travail, évidemment, a une résonance... Le micro, plus proche du micro. Il faut appuyer, non, Non. C'est bon? Il faut vraiment parler dedans. Donc la réforme du Code du travail a eu, donc, chez nos collègues outre-Rhin, une résonance très positive, évidemment. C'était le premier grand test du gouvernement dans sa capacité à réformer donc le pays. Et donc, cela a suscité effectivement un grand espoir. Et la perception qu'a la France auprès de nos collègues de la maison mère a vraiment changé. Donc ça, c'est quelque chose de très important quand on sait l'importance de la perception d'un pays quand on est au moment de faire des choix d'investissement ou d'attribution de projets porteurs. Alors, qu'est-ce que ça a changé concrètement au niveau opérationnel? Il est un peu tôt pour le dire, puisqu'il y a toujours un temps de latence entre la modification des textes et puis leur mise en pratique dans les entreprises. Mais au vu des discussions en cours, on peut dire que ça va vraiment dans la bonne direction. Quant aux investissements de BASF en France, peut-être au courant, BASF est sur le point d'acquérir donc l'activité polyamide du groupe Solvay. Donc c'est une acquisition mondiale avec une très forte composante en France. Donc nous augmentons de façon très significative notre présence en France et bien évidemment toutes ces réformes qui sont engagées confortent notre siège que finalement nous avons pris la bonne décision de renforcer cette présence et de reprendre des activités d'une société fortement présente en France. Bon, pour l'instant, c'est assez positif. On va voir avec Michel Ginestet, Pfizer, si on continue sur la même lignée. Alors, le commentaire général sur la réforme, toute réforme qui amène plus de flexibilité, plus de souplesse, plus de simplification est la bienvenue de manière évidente. La réforme du Code du travail, en plus, elle renforce le dialogue social dans l'entreprise, puisqu'elle transfère un certain nombre de discussions qui auparavant étaient au niveau de la branche dans l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un vrai plus, parce que ça rapproche réellement la discussion du terrain. On a déjà vu, même si on n'a pas mis en œuvre encore de nombreuses mesures, mais on a déjà vu l'impact de quelque chose de très symbolique et qui était une mesure de bon sens, qui est la limitation
du périmètre de la discussion à la France, ça a déjà des retombées très positives, ça évite les questions saugrenues à la maison mère, ça évite des débats pas possibles avec les experts. Voilà, ça c'est des choses très simples. Ce qu'on voit comme opportunité demain, début de l'an prochain, c'est l'ouverture de discussions sur le temps de travail, c'est ce que je disais sur la branche, on pense que c'est beaucoup mieux d'avoir ce genre de discussion dans l'entreprise pour mieux intégrer la notion de télétravail, pour mieux intégrer la technologie, pour mieux intégrer le fonctionnement à distance dans des entreprises globales. Donc j'en attends beaucoup. La mise en place du comité social économique, la simplification des instances, ça c'est des choses sur lesquelles à coup sûr je pense que ça va améliorer le fonctionnement. On parlait du CDD de chantier, je vois aussi une opportunité dans un univers qui est en changement assez permanent sur la rupture conventionnelle collective. Donc tout ça c'est pour le futur, on voit des ouvertures. Alors maintenant la question c'est quel est l'impact sur la maison mère ? Pendant la campagne, évidemment, discuter réforme du Code du travail, baisse de la fiscalité des entreprises, un discours globalement beaucoup plus business-friendly, et dans notre cas particulier, pour la première fois depuis longtemps, une place faite au domaine de la santé dans le programme, évidemment, ça a attiré l'attention de notre maison mère. Et on a fait venir notre CEO en juillet. On a eu l'opportunité de faire des rencontres avec des officiels. Et il a senti un vrai changement de ton. Et pour tout vous dire, on a fait un peu du hard selling France pour investir en France. Et là, c'est là que je vais mettre le mais et je vais peut-être jeter un trouble sur le climat d'enthousiasme général qu'on a depuis ce matin, et je vais vous expliquer pourquoi, en repartant de ce qu'a dit M. Gattaz sur la règle des 3 C. Pour créer de l'emploi, il faut les 3 C, la confiance, la croissance et les compétences. La confiance, je crois qu'il y a un consensus général que la confiance est revenue. Donc ce côté-là, ça va. Le côté compétence, j'y reviendrai peut-être dans la deuxième partie du débat, reste le côté croissance. On est une industrie réglementée, on a un acheteur unique, et notre croissance, c'est le gouvernement qui en décide. Et on est depuis des années en décroissance et au mieux en stagnation. Et à vrai dire, Madame la Ministre, on attendait de ce nouveau gouvernement des signes, après les annonces sur l'intérêt du domaine de la santé, l'intérêt sur l'innovation, et on a eu droit à un copier-coller des mesures des années précédentes. Et ça, là, il y a une opportunité, il faut qu'on soit capable de se mettre autour de la table, de discuter régulation, de discuter accès à l'innovation. Et comme j'ai un naturel profondément optimiste, on a l'opportunité du CSIS, Comité stratégique des industries de santé, qui est une instance de dialogue au plus haut niveau entre les industries et le gouvernement, et qui va se dérouler sur la première partie de 2018. Et je suis confiant sur le fait qu'on sortira avec des vraies mesures pour renforcer l'attractivité de la France en santé. Merci. Un mot de réponse peut-être ? Oui, juste sur le dernier point. Ma collègue Agnès Buzyn, effectivement, qui pilote ce dossier, il va y avoir le comité stratégique de filière. Je crois que c'est le bon lieu pour discuter cela. Je crois que vous avez compris qu'en termes de méthode, on est dans tous les départements ministériels, on a la même méthode, ça s'appelle la concertation. Donc il y aura une concertation sur le sujet, j'en ai pas de doute. Alors, on va entendre nos 3 intervenants. Alors, vraiment sur un point très précis, qu'attendent les entreprises de la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle? Ça va être des interventions très très courtes auxquelles vous répondrez. Peut-être Amélie Vidal-Simi, qu'est-ce que... Si vous voulez. Oui. Effectivement, nos attentes, elles sont qu'on s'adapte à la réalité de la population. Oui. Aujourd'hui, on a de plus en plus dans nos entreprises des jeunes, des millennials qui n'ont pas du tout la même façon de travailler, qui veulent travailler où ils veulent, quand ils veulent. Il faut que nos textes s'adaptent à cette réalité. On a également des collaborateurs qui, quand ils commencent une carrière, savent qu'au cours de leur vie, ils vont avoir 13 ou 14 fonctions différentes. Ils vont travailler en entreprise, ils vont peut-être travailler comme entrepreneurs, ils vont être indépendants. Donc, important de sécuriser le statut d'indépendant et aussi d'assurer la portabilité des droits. C'est-à-dire qu'il faut dédramatiser ces changements et s'assurer que chaque collaborateur puisse garder ses droits quand il passe d'une situation professionnelle à une autre. Merci. Lequel de vous deux? Enfin, les deux, mais dans quel ordre?
Oui. Donc, Allez-y. bon, l'apprentissage pour BSF est vraiment essentiel. Nous attendons du gouvernement qu'il mène des réformes de l'apprentissage en intégrant vraiment concrètement les besoins des entreprises, les attentes des entreprises. Nous avons par exemple besoin de plus de souplesse, de façon à pouvoir recruter des apprentis tout au long de l'année. Il est nécessaire que les entreprises et les branches professionnelles jouent un rôle central dans la définition des programmes pour s'assurer qu'ils soient bien adaptés aux besoins du marché du travail et des entreprises. Nous souhaitons également une simplification en réduisant le nombre de formations qui est extrêmement élevé en France par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, il y a à peu près 350 formations en tout et pour tout. Et donc, notre souhait le plus cher, c'est qu'en France, nous nous inspirions le plus possible de l'exemple allemand de l'apprentissage qui a vraiment fait ses preuves. Voilà, une liste de courses assez longue, au fond, quand même. Allez-y. Pour cette deuxième partie, je vais prendre une deuxième casquette. Je suis président de la commission des affaires sociales du LEM, donc je vais répondre les attentes au niveau de la branche. Et c'est très similaire avec ce que j'ai entendu. Un contrat unique pour la formation et l'insertion des jeunes, donc apprentissage, professionnalisation, alternance, simplifier tout ça, créer un contrat unique, ancré dans l'univers du travail. Au niveau de l'employabilité en interne et en externe, simplifier les droits à la formation en créant un droit unique, le CIF, le CPF, tout ça. On doit pouvoir encore simplifier. Et le dernier point, et j'ai entendu ce matin Bruno Le Maire, on était complètement alignés, c'est la remise en adéquation de l'offre et de la demande. On a entendu plusieurs fois, il y a des métiers qui ne trouvent pas de recrutement possible. Il faut que les formations, les certifications collent avec la réalité des emplois et avec la réalité des emplois de demain et pas la réalité des emplois d'hier. Et un rapprochement entre la branche et les branches et les structures d'enseignement devrait permettre d'être beaucoup plus performants en la matière. Madame la ministre, le mot-clé, c'est la simplification, manifestement. Je dirais simplification et ambition. Et ambition. Plusieurs choses. Les milléniums, oui, il y a des comportements et des attentes très différentes. Donc je crois que ça fait partie d'ailleurs des sujets de donner plus de pouvoir décentralisé à la négociation sociale, c'est d'inventer aussi des formes d'organisation du travail plus multiples. Et je pense qu'un des sujets qui a été les plus passionnants dans le débat à l'Assemblée nationale, c'est le débat sur le télétravail. Vous avez vu qu'on a instauré le droit au télétravail, c'est-à-dire qu'on a sécurisé juridiquement ce qui existe dans certains endroits, mais en permettant du coup d'aller beaucoup plus loin. 60% des salariés souhaitent pouvoir travailler en télétravail. Bon, je ne suis pas sûre que ça sera 60% à la fin, mais en tout cas, il y a une véritable attente pour des tas de raisons, temps de transport, habiter en zone rurale, flexibilité, temps vie personnelle, vie professionnelle, et c'est très très porté par les milléniums et par les femmes, notamment. Et donc, c'est typique des sujets que nous souhaitons encourager. Sur le filet de sécurité et la portabilité, vous avez raison. En fait, tous nos systèmes sociaux, que ce soit l'assurance chômage, les retraites, ont été construits dans les années 50-70, à un moment où on avait souvent le même emploi, en tout cas dans la même entreprise, et en tout cas dans le même statut toute sa vie. Maintenant, on va travailler plus de 40 ans et effectivement, peut-être 10 ans comme salarié, puis entrepreneur, puis freelance, puis salarié. Et donc, on a un sujet de migration de tous nos dispositifs filets de sécurité du statut à la personne. Parce que quand on est dans un statut, ça va. Dès qu'on sort d'un statut, c'est une prise de risque phénoménale. Et donc, c'est un des sujets que nous avons mis à l'ordre du jour de la réforme de l'assurance chômage. Il faut commencer à mettre les skis dans la pente sur ce sujet-là. Bon, ça ne va pas se faire en 5 minutes, mais je pense que c'est un sujet tout à fait valable. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que vous disiez et sur l'apprentissage, et je dirais même, le formulerai comme ça en disant, en fait, il faut arrêter de demander aux jeunes et aux entreprises de s'adapter à un système assez rigide et faire tourner le système autour des entreprises et des jeunes et pas l'inverse. Une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de conséquences. Il y a celle, évidemment, de pouvoir recruter des apprentis tout au long de l'année, comme on le fait pour le contrat de professionnalisation. Pourquoi aussi ne pas moduler les durées? Aujourd'hui, on voit des personnes Bac+2, Bac+3 qui veulent faire un CAP, parce qu'ils ont enfin trouvé leur passion.
On ne va pas leur faire faire toute la formation générale. Pourquoi pas faire le CAP en 1 an dans ce cas-là? Donc cette modularité est importante. Et dans la modularité, avec mes collègues Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, nous voulons aussi créer des passerelles. Pourquoi ne pas faire un CAP, un bac pro par apprentissage, revenir au lycée, à l'université, refaire ingénieur par l'apprentissage? Voilà. Je pense qu'il ne faut pas opposer les deux voies, mais il faut surtout créer les passerelles pour que les jeunes aient le choix et qu'ils aient envie, ce qui suppose une orientation choisie et pas subie. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, sur les branches, vous avez raison d'évoquer le sujet des branches et des professionnels dans la définition des référentiels métiers. Aujourd'hui, on a un système qui est beaucoup trop lent et qui n'est que consultatif. En gros, en moyenne, il faut 5 ans pour avoir un diplôme ou un titre homologué, alors comme il a fallu 2 ans pour identifier qu'il fallait le faire, 5 ans pour le faire, 2 ans pour appliquer pour les premières sorties, ça fait 10 ans, donc on est sûr que ça arrive trop tard. Je fais une démonstration un peu simple, mais donc effectivement, alors ça par contre, ça a une exigence, et je le dis aux représentants de branche, il faut qu'on arrive à faire une vraie gestion prévisionnelle des emplois, des compétences, enfin en gros qu'on sache définir les référentiels de demain. Il y a des branches qui savent le faire, il y a des branches qui ne sont pas encore en mesure de le faire. J'ai qu'une incitation, investissez-vous dans les branches, aidez-les, parce que ça ne peut pas être des permanents dans les branches qui trouvent ça s'il n'y a pas des chefs d'entreprise qui s'y impliquent. Ensuite, sur la simplification des droits, le compte personnalisé de formation est allé dans le bon sens, ça n'est pas fini. Et donc, c'est aussi à l'ordre du jour de nos discussions avec les partenaires sociaux. Enfin, sur l'offre de la demande, bien sûr, on a des systèmes un petit peu compliqués aujourd'hui sur l'offre-demande. Je pense qu'à l'heure du big data, on peut aussi révolutionner un peu la manière dont on peut travailler ce sujet d'offre et de demande, car effectivement, aujourd'hui, nous constatons beaucoup d'offres avec personne en face et beaucoup de demandes avec pas d'entreprise en face, qui est quand même la double peine. Et donc il faut aussi, sur ce sujet-là, c'est pas la bonne volonté des acteurs qui manquent, mais il y a aussi des sujets de méthodologie pour avoir des capteurs beaucoup plus rapides et pouvoir intervenir beaucoup plus rapide en finançant le gap, s'il y en a un, par la qualification dans un délai rapide pour que à la fois la compétence puisse à la fois permettre de saisir les opportunités de marché, mais aussi de développer l'employabilité et l'emploi de tous. 2 questions pour finir. Premier point, question générale. Au fond, le gouvernement a répondu depuis 6 mois à un certain nombre d'attentes des entreprises. Qu'attend le gouvernement des entreprises, et notamment des entreprises étrangères installées en France? Est-ce que vous avez, on ne parle pas de contrepartie, c'est pas le sujet, mais est-ce que vous avez des attentes claires, précises, peut-être des exigences ou des... voilà, premier point. Et deuxième point, question d'actualité, évidemment, le SMIC. À la lecture du communiqué publié par le ministère hier, je n'ai pas tout à fait compris si la porte était ouverte à une réforme du mode d'indexation du SMIC. Vous allez éclaircir ce point, j'en suis sûr. Alors sur le premier point, oui, 2 attentes. La première, je sais que vous le faites en permanence, parce que quand on est patron de la filiale française ou de l'Europe, on devient vite ambassadeur aussi dans l'autre sens de la France vis-à-vis des maisons mères. Donc je le sais. Moi, mon attente, c'est saisissez le momentum. Il y a un momentum de confiance qui est créé par l'ensemble des réformes structurelles qu'on le fait. On a besoin aussi de démontrer à nos concitoyens qu'ils ont eu raison de faire confiance là-dessus. C'est-à-dire que oui, il y a une dynamique, oui, ça améliore l'attractivité. Déjà dans un sondage, c'est formidable, mais aussi dans la réalité. Donc voilà, utilisez ce momentum, et si vous avez besoin de l'aide de Bruno Le Maire, de moi, etc., n'hésitez pas. On est là pour ça, parce qu'on a le même but, finalement. En général, votre but, c'est quand même que la filiale française puisse grandir et réussir. Donc on a le même but. Voilà. Mais je pense que la notion de momentum est très importante, parce que dans la psychologie, dans l'effet psychologique qui est tant d'importance en économie, affaire à saisir maintenant. Hein. C'est un momentum qui va durer combien de temps? Au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Mais on aurait pu avoir... je ne sais pas si on aura fini totalement de transformer la France en 5 ans. On en aura fait un gros bout. Mais voilà, bon, on a le temps d'en reparler. Non, mais par contre, c'est maintenant que ça commence. C'est pas dans... Voilà, c'est maintenant que c'est commencé depuis 7 mois. 7 mois, ça fait déjà... Voilà, on a déjà passé 10% du quinquennat. Bon, on n'a pas chômé depuis 7 mois, mais je pense que ce maintenant... aussi rythmé dans la suite. Vous connaissez notre président, vous connaissez le Premier ministre, vous connaissez le type de gouvernement qu'ils ont choisi, donc j'imagine pas tellement quand va être la décélération. Enfin, en tout cas, je la vois pas encore. Et le SMIC. Voilà. Et non, ma deuxième attente, pardon, c'est, je sais que ça dépend pas mal de la culture de vos maisons mères et des pays d'origine, mais faites le pari du dialogue social dans l'entreprise.
En France, on est forcément, comme une grande partie de l'Europe, on est attaché à une forme de dialogue social. Là, on s'est donné les moyens pour qu'il soit plus simple, plus constructif, qu'il aille droit au but et qu'il y ait plus de matière à négocier. Donc, dites à vos DRH de s'en saisir, parce que ils peuvent, avec les ordonnances, faire comme avant et rien négocier, hein, presque, enfin, pas rien négocier, mais ils peuvent, ou bien ils saisissent l'opportunité, et pour ça, il faut un peu y aller. Donc, voilà, vous avez un champ beaucoup plus large, saisissez-le. Je pense que c'est comme ça que ça créera une dynamique. Le SMIC. De quoi on parle ? En France, le SMIC, c'est 1 600 000 personnes qui sont au SMIC, principalement dans les petites entreprises, principalement dans certains secteurs, et beaucoup dans le temps partiel, puisqu'un quart des salariés à temps partiel sont au SMIC. Mais ça a un effet sur 10 millions de salariés, c'est-à-dire 11 millions de salariés, pardon, soit 60% des salariés par le jeu en ricochet des conventions collectives. Donc ce sujet n'est pas un sujet qu'on peut, même si nous sommes sommés en 24 heures d'avoir totalement défini tout ce qu'on veut faire sur ce sujet pour les décennies à venir, voilà, je pense qu'il faut le prendre très sérieusement, il faut le prendre avec beaucoup d'objectivité. D'abord, on est très attaché à l'idée de SMIC en France depuis toujours, mais notre gouvernement l'est. C'est-à-dire qu'avoir un socle qui permet la garantie du pouvoir d'achat pour les salariés et qui permet aussi, qui fait partie de notre modèle social, ça, nous n'y renoncerons pas. Nous considérons que c'est un atout dans notre modèle social. Il y a des débats d'experts, c'est l'intérêt et l'avantage. En tout cas, pour nous, c'est très clair. C'est une pierre angulaire de notre modèle social. Après, oui, il est vrai que la France a des règles d'indexation de l'évolution du SMIC qui sont spécifiques dans l'Europe. Il n'y a pas d'autre pays qui a le même modèle, avec un système de double indexation, je ne reviens pas sur le sujet, qui, en fait, dans la pratique, n'amène pas forcément une progression tellement plus rapide que d'autres pays qui n'ont pas de modèle. Mais en fait, en tout cas, chaque fois qu'on est différent, il faut toujours se revérifier si est-ce qu'on a raison de notre contexte et donc on peut regarder quand même la question du rapport d'experts qui est sorti, qui n'engage que les experts, hein, sont des experts indépendants, ça n'engage pas le gouvernement, mais il faut quand même intégrer ces réflexions. Mais notre conviction, c'est qu'on ne peut pas traiter le sujet du SMIC en soi. C'est-à-dire que le SMIC, ça s'intègre dans un sujet qui concerne les salaires, la compétitivité, la productivité, l'emploi et le pouvoir d'achat. Ça touche tout ça. Et ça touche donc la question du partage de la valeur ajoutée et du partage des fruits de la croissance. C'est d'ailleurs comme ça que le SMIC a été conçu au départ. Donc ce sujet du comment on partage les fruits de la croissance, comment on partage la valeur ajoutée, qui est un élément essentiel de notre modèle social et économique, oui, c'est une question plus large. Et donc c'est dans ce cadre plus large que Bruno Le Maire et moi, dans une heure, avec les partenaires sociaux, ouvrons, les questions relatives aux mécanismes pourront être discutées. Enfin, en tout cas, il y a une contribution. Il n'y a pas de voilà, c'est pas un projet, mais c'est à partir du moment où il y a des idées qui sont mises sur la table. Dans ce cadre plus large où nous voulons parler des fruits de la croissance, il est logique d'aborder ce sujet. Nous voulons aussi intégrer cette réflexion dans, vous savez que le président s'engage très fortement et le gouvernement auprès de lui sur la refondation de l'Europe. La refondation de l'Europe passe par une Europe sociale plus forte et aussi une convergence sociale et fiscale. Donc tout ça fait partie de réflexions qui, voilà, donc il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de, voilà, tout le monde essaie de nous faire donner une news, il n'y a pas de news parce qu'il y a un rapport d'experts indépendants qui est sorti, il pose des questions qui s'attaquent dans un débat plus vaste et sans précipitation, nous regarderons ce que disent ces experts avec les partenaires sociaux. Merci à vous, merci Muriel Pénicaud et merci à vous trois de cette table ronde.